On pourrait penser que ce mois-ci a été plutôt calme en matière de nouvelles étonnantes ou étranges, mais il y a tout de même quelques remontées qu'on pourra se garder. Crise sanitaire, élection présidentielle en chemin, éducation à bidule, ou même sujet tabou à soulever. C'est l'actu du mois de mars et c'est sur Capsule Éducation. Dernière remontée de la crise sanitaire. Bah oui, je te l'avais promis dans la dernière capsule actu, suite du feuilleton protocole sanitaire à l'école. On en était resté au masque qui n'était plus obligatoire à l'intérieur, à la fin du brassage et des cas contacts plus obligés d'effectuer 3 tests, mais juste un seul test à J+2. Depuis le 14 mars, voilà ce qui s'est passé. Un protocole passé au niveau 1 sur tout le territoire national, avec au passage le retour des machines à café. On en avait grand besoin. À partir du 21 mars, les cas contacts non vaccinés ne sont désormais plus isolés automatiquement. Et si un élève est positif, on se tape les appels à faire à chaque famille pour la classe entière, ainsi que la distribution d'autotests gratuits à fournir pour chaque élève. C'est merveilleux. Étant donné que toutes les zones sont revenues des congés depuis un petit moment, quand même, évidemment, on commence à observer à nouveau une courbe grimpante dans les cas positifs en milieu scolaire. Mais est-ce étonnant? Enfin, n'allons pas nous écharper là-dessus. On en gardera juste des chiffres précis. Presque 53 000 élèves testés positifs au 18 mars. Les personnels positifs s'élevaient quant à eux à quasiment 6 200 cas. Pour comparer, on peut se dire qu'au 11 mars, c'était dans les 40 500 cas d'élèves positifs confirmés pour 4 000 chez les personnels. Et les résultats de cette semaine confirment la tendance. À ce niveau, suite au prochain épisode pour de nouvelles mesures. Comme d'hab, hein. Mais pas avant les élections présidentielles. Faut pas déconner! Les présidentielles approchent et leur programme avec. Ça tombe bien qu'on s'en parle, parce que, ça y est, tous les programmes pour l'éducation des 12 candidats officiels ont été rendus publics. Je ne vais pas te les décrire précisément là tout de suite maintenant, ça je te le garde pour un épisode hors série spécial. Un épisode découpé en 3 parties, avec pour chacune d'elles 4 candidats, histoire de bien se comprendre tout ce qu'il y a dedans. Ça sera mis en ligne du 4 au 6 avril et on s'en reparlera bien mieux là-dedans. Ce qu'on peut déjà se dire, c'est que les dernières propositions entendues font frémir de peur pour l'avenir de l'école et en gros de toute personne impliquée dans le milieu scolaire, élèves et familles comme personnel. Parmi les autres mesures moins effrayantes qu'on retrouve un peu partout, une demande d'augmentation des heures de français et de mathématiques, un renforcement de la lutte contre le harcèlement scolaire ou le décrochage scolaire, et un Parcoursup qui doit caser tous les néo-bacheliers sur une formation, dans des conditions différentes selon le candidat. Bref, on va attendre le gros épisode en 3 parties pour décortiquer tout ça proprement. En tout cas, les phrases blessantes et le manque de considération pour tout un secteur ont été très présents tout au long de cette dure campagne, avec des candidats qui agissent parfois comme des élèves qui veulent être délégués de classe. Entre mesures destructrices et catalogues fourre-tout dont la moitié des mesures est irréalisable, on est bien gâté. Ou pas, car le mépris s'ajoute dans la campagne. Et histoire qu'on soit bien clair, ce ne sont pas juste les enseignants qui sont méprisés. Ce sont bien tous les personnels qui prennent cher, malheureusement. Suite dans quelques jours, ne reste pas trop loin. La énième tentative de suicide qui reste à sans suite. Un tel drame ne t'aura probablement pas échappé, celui d'une enseignante de lycée professionnel qui a tenté de mettre fin à ses jours en plein cours. Comme si ce n'était déjà pas assez dramatique pour la collègue, ses élèves n'ont pas eu d'autre idée que de filmer la scène pour la rediffuser sur les réseaux sociaux. De quoi nous rappeler à un autre événement qui a eu lieu en fin 2021, l'agression d'une autre enseignante de lycée professionnel sous les yeux moqueurs de tout un pan de sa classe. Les nouvelles qui rassurent d'abord. Notre collègue n'est plus en danger de mort et c'est le plus important. Elle va pouvoir se reconstruire à son rythme, en sécurité et loin de l'agitation des classes et d'un ministère en roue libre. Les nouvelles moins glorieuses à présent. Pas de réaction gouvernementale, rien du tout. Et en même temps, vu la considération que nous portent notre ministre et le président, on est bien content de se passer d'une nouvelle vague de mépris qui jetterait toute la faute sur la collègue en souffrance. Quant aux réactions du rectorat, on s'entend dire que le lycée d'affectation est un environnement où il est fait bon vivre. Tellement que la collègue au bord du gouffre a bien failli mourir. Mais bon, sinon tout va bien, hein. Pour les personnels de l'établissement en question, une formation à la cohésion et au collectif leur a été proposée. Joie, ça va bien aider. Quelle belle réponse. Et pour les élèves qui ont filmé la scène sans porter assistance, qui l'ont diffusée sur les réseaux en toute connaissance de cause, pour l'enquête qui déterminerait que la responsabilité de l'acte reviendrait à l'établissement ou à l'institution,
Chut, non, il ne s'est rien passé, bien sûr. Toutes mes pensées à la collègue, à ses proches. Aucun mal-être n'est à prendre à la légère, juste garde-le en tête et ne reste pas seul si tu es en souffrance. Démission de Nathalie Elimas. Autant rester dans les sujets tabous qui ne font pas couler beaucoup d'encre ou qui passent très peu dans les médias. On s'en était là aussi déjà parlé dans la dernière capsule actu et c'est désormais officiel. La secrétaire d'État chargée de l'éducation prioritaire a démissionné de ses fonctions le 5 mars dernier, après que plusieurs plaintes pour harcèlement moral aient été portées à son encontre. En réponse, elle a elle-même porté plainte pour dénonciation calomnieuse. À ce stade, une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Paris. On reste en attente du verdict, et on ne peut qu'être soulagé pour les victimes. Certes, la justice ne leur sera peut-être pas favorable en fin de compte, mais au moins ils sont libérés de cette emprise. C'est une première avancée que l'on espère voir assortie de peines exemplaires. Cette démission s'inscrit dans les cas de harcèlement dans l'éducation nationale que l'on découvre enfin. Tout ça grâce au courage et à la volonté des victimes de ne plus se taire sur un sujet encore relativement tabou chez les personnels. Comme le harcèlement scolaire est un élément fort des programmes de chaque candidat aux élections présidentielles, je me demande si des mesures seront aussi mises en œuvre pour garantir la protection de chaque personnel, et pas juste des élèves. Enfin, n'avançons pas trop vite. Que les témoignages affluent, c'est déjà une progression. La gestion des finances, nouvelle affaire de l'école. Nouvelle forme d'éducation A qui voit le jour dans l'éducation nationale. En effet, le passeport EducFi est expérimenté dès cette année dans les transacadémies de la maison, pour environ 50 000 élèves touchés, et normalement 50 000 autres jeunes pris en charge dans le cadre du service national universel. EducFi se présente comme un quiz, et c'est à l'initiative de la Banque de France. On se parle d'une séquence pédagogique d'une dizaine d'heures qui doit sensibiliser les jeunes aux finances personnelles. Tout ça sous l'œil et la pédagogie d'enseignants en poste dans les collèges, puisque pour l'instant, la mesure ne concerne que les classes de 4e. Quels autres cours seront morcelés pour faire passer cette nouveauté? Quels enseignants pour sensibiliser à la gestion de ses finances? Est-ce que les parents ou les responsables légaux compléteront ce passeport EducFi ou est-ce que tout est, encore une fois, balancé dans les bras déjà surchargés de l'école? L'histoire ne le dit pas officiellement, cependant, il est vrai que la question des finances reste un problème pour nos jeunes. N'ayant pas tous la possibilité d'apprendre tout ceci avec leurs proches, certains élèves sauront se servir de ces heures en plus pour comprendre et agir plus sereinement une fois installés dans la vie active. C'est en tout cas ce qu'on peut espérer. Mais même si ce sujet mérite sa place en milieu scolaire, il ne faut pas oublier non plus que l'école ne peut pas tout prendre en charge. À voir comment ça va se mettre en place. Il ne s'agit après tout que d'une expérimentation réduite à quelques classes d'un niveau, pour le moment. Dans les autres nouvelles du mois, on aura eu d'un côté la semaine des mathématiques qui se déroulait du 7 au 14 mars, et de l'autre côté la semaine de la presse, du 21 au 26 mars. Les deux s'avèrent utiles dans la mesure où les mathématiques perdent leur présence dans les heures disciplinaires, et où ces temps de désinformation rendent le climat incertain. Du côté de la mobilité, le ministère a rendu public les résultats de mutation des professeurs des écoles. Sur les 17 462 demandes interdépartementales, 13 892 se sont vues refuser, soit au moins 80% des demandes. De quoi se poser de sérieuses questions. Mais n'aie crainte, même si tu n'as pas ta mutation, tu auras peut-être le plaisir de participer à la labellisation égalité filles-garçons de ton collège ou même de ton lycée. Parce que ça y est, un énième label sorti de nulle part a vu le jour depuis l'apparition du bulletin officiel du 10 mars dernier. Objectif, intérêt, priorité, je pense que ça a disparu entre-temps. Sorti en lien avec l'éducation nationale. École et politique, jusqu'où? Un ouvrage de 450 pages coécrit par Daniel Subervéel, Christian Lajusse et Patrick Varnier à retrouver chez Véron Éditions. Et je suis navrée si j'ai mal prononcé les noms. Lettre de la pédagogie numéro 12, la persévérance scolaire, publiée par l'Académie de Nancy-Metz. Les élèves et la mémoire, un recueil de 167 pages écrit par Daniel Gaonac et à retrouver chez les éditions Retz. Le petit mot du podcast. Si tu pensais que le mois de mars était chargé en épisodes, attends de voir le mois d'avril. Mais quand même, on a eu de beaux épisodes aussi ce mois-ci. L'épisode 22 d'abord, qui posait de nombreuses questions sur les possibilités d'une titularisation ou d'un CDI pour les assistants d'éducation. Pas simple entre accessibilité fragile et urgence de professionnaliser la fonction. L'épisode 23 nous lançait sur le huis clos mal connu de l'éducation prioritaire, les dispositifs mis en œuvre et surtout le manque flagrant de mixité qui y règne toujours. Moins joyeux mais nécessaire,
L'épisode 24 disséquait la salle des professeurs et son ambiance facilement toxique, avec en principal suspect la différence de traitement et le mépris que ça suscite fatalement entre collègues. Ce vendredi-ci paraissait l'épisode 25 qui clôture le mois. On y faisait un tour dans l'anxiété en milieu scolaire, ses conséquences et sa prise en charge catastrophique malgré une reconnaissance du mal-être. La saison 1 se termine dans quelques jours seulement, et si tu as écouté tout l'épisode, tu sais qu'elle va se finir en beauté. Heureusement que le rythme n'est pas aussi intense tous les mois. L'hôtesse aurait un sacré mal à suivre. Merci de m'écouter et de me prêter attention. Ce n'est pas la fin de l'aventure, loin de là, juste la fin de la saison 1. En attendant les congés qui arrivent doucement, repose-toi et tiens bon face aux vagues qui arrivent.